Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invité nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Xavier, alias l'homme étoilé. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Bonjour. Bonjour Xavier, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Écrire votre bio, c'est un challenge parce qu'on trouve beaucoup de matière sur votre travail, mais si peu sur vous. Alors pêle-mêle, on sait que vous êtes né en Belgique, que vous y avez étudié et travaillé, puis intégré un service de soins palliatifs en France à Metz. Vous êtes un papa très présent pour votre fille et un grand fan de musique métal et du groupe Queen. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que vous mettez beaucoup d'amour, de joie et de poésie dans l'accompagnement que vous offrez aux personnes en fin de vie. Et ça, on le sait parce qu'en plus de votre métier de soignant, vous êtes un illustrateur et un conteur. Depuis 2017, sous votre nom de plume, l'homme étoilé, vous partagez votre quotidien à l'hôpital, d'abord sur un compte Instagram, puis à travers des albums délicats et très émouvants qui rencontrent tous un succès fou. Dans vos pages, on s'attache à Mathilde, Blanche, Francky et à tant d'autres qui sont si près du grand passage. Parce que vous avez cet art, Xavier, de décrire en images ce que c'est la connivence, mais aussi la confiance. Et vos pages sont pleines de ces silences qui disent tellement plus que les mots. Et c'est pour ça qu'on aime tant vous lire. Nous nous réjouissons d'ailleurs que votre 4e album, Constellation, soit en librairie actuellement. Franchement, s'il y a bien une chose qui pourrait nous rassurer, c'est d'imaginer qu'un soignant comme vous serait à nos côtés lorsque la mort arrivera, parce que vous avez ce supplément d'âme qui donne confiance. Merci beaucoup Xavier de mettre de la lumière sur ce qui nous paraît souvent si sombre. C'est moi qui vous remercie, je suis très touché de cette introduction déjà. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette Bio Express ? Non, ça me semblait très bien, c'était très élogieux, je prends. Je suis pas le plus doué pour faire mon autopromo, mais je vous embauche comme futur attaché de presse. Les 2 personnes dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui sont Elisabeth Kübler-Ross et Raven van Dorst. Les 2 nous livrent des clés précieuses sur des questions qui souvent nous dépassent, nous effraient et parfois même créent des clivages en nous et autour de nous. Avec un invité aussi délicat que vous, on sait que le pari d'amener de la nuance sur ces sujets sensibles est déjà gagné. Elisabeth Kübler-Ross est une psychiatre, conférencière et autrice américano-suisse qui figure parmi les pionnières des soins palliatifs. Et dès sa naissance, en 1926 à Zurich, elle frôle la mort. Elle, la triplée qui ne pèse qu'1 kilo à la naissance. Elle rêve de devenir médecin, et comme sa famille s'y oppose, elle quitte la maison à 16 ans et part en mission humanitaire en France, en Pologne et en Italie. Et en 1946, elle visite l'ancien camp nazi de Majdanek en Pologne. C'est un choc, une expérience qui la bouleverse. Ensuite, elle entame des études de médecine, se marie, s'installe aux États-Unis et devient psychiatre. À New York, à l'hôpital, elle milite contre les électrochocs et commence à parler d'amour et de compassion dans le traitement des malades, une idée révolutionnaire pour l'époque. Dès 1964, elle enseigne au Billings Hospital à Chicago. Elle y crée des événements dans lesquels les conférenciers sont des personnes en fin de vie. Cette approche novatrice fera scandale et lui coûtera d'ailleurs son poste quelques années plus tard. En 1969, elle publie Les derniers instants de vie, un premier ouvrage où elle détaille sa théorie révolutionnaire des 5 étapes du deuil. Ce cadre de référence deviendra un incontournable dans le domaine de la psychologie et des soins palliatifs. Elle s'intéresse ensuite aux expériences de sortie de corps. Elle écrit même en 1975 la préface du célèbre livre du Dr Moody, La vie après la vie. Elle fonde en 1972 en Californie le centre de soins Shanti Nilaya et organise des séminaires qui rencontrent un grand succès et contribuent à changer le regard sur la mort. La fin de sa vie est marquée par d'importants soucis de santé, dont plusieurs attaques cérébrales. Elle meurt en 2004 à l'âge de 78 ans. Depuis, la fondation Elisabeth Kübler-Ross, créée par son fils, est gardienne de son héritage. Elle promeut la recherche et l'éducation sur les questions liées à la fin de la vie. Alors Xavier, si vous deviez
commencer par nous partager une raison pour laquelle vous avez choisi d'évoquer Elisabeth Kübler-Ross à ce micro aujourd'hui. Ce serait laquelle ? Je trouve que c'est une personnalité très inspirante. J'aurais pu parler de bien d'autres femmes, et c'est assez beau de se dire que finalement le petit monde des soins palliatifs est à l'initiative de plusieurs femmes. Il y avait Cicely Saunders aussi, Jeanne Garnier, Elisabeth Kübler-Ross. J'aime son approche. C'est cette manière assez nouvelle de considérer la personne en fin de vie, à une époque où justement les incurables sont traités un petit peu comme les indésirés, on va dire, des hôpitaux. Elle se dit qu'on gagnerait plus à les soigner avec ce que l'on est, avec un temps d'écoute, un vrai temps d'échange. Et elle est vue comme quelqu'un de loufoque à l'époque à cause de ça. Quand elle donne son premier cours à une assemblée de jeunes médecins, elle ambitionne de faire intervenir une jeune patiente atteinte de leucémie, parce que finalement, elle se dit qu'on a bien plus à apprendre des patients. Et c'est ça que je trouve hyper inspirant. Au-delà d'effectivement ce processus de deuil qu'elle a décrit avec brio, et qui moi, m'a été d'un soutien et d'une aide capitale durant toute ma carrière d'infirmier. Merci. Et justement, au sujet de ce processus, on voulait vous poser cette question. Est-ce que vous qui avez accompagné les malades en fin de vie, est-ce que vous avez pu le voir à l'œuvre tel qu'elle l'a décrit ? Bien sûr, mais je pense que, alors elle a développé ces phases, ce processus de deuil au contact des malades en fin de vie qu'elle a accompagnés. Mais finalement, ce processus de deuil, on peut le rencontrer à différentes étapes de la vie. On peut le rencontrer, alors, je sais pas, de la perte d'un emploi, d'une séparation, et même, je me plais à le penser, dans des choses beaucoup plus anecdotiques, en fait. Simplement quand, je sais pas, les vacances se terminent, qu'on a passé un super beau moment de vacances. Si on est à l'écoute de ces émotions, de ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous, on se rend compte qu'on est traversé par toutes les phases de ce processus de deuil. Elles ne vont pas s'exprimer de la même façon, elles seront peut-être d'une intensité, d'une durée dans le temps moins importante, mais finalement, ce qu'elle nous enseigne, Elisabeth Kübler-Ross, c'est que la vie, c'est pas très gai dit comme ça, mais est une succession de deuils. Et c'est ce qui finalement nous unit tous les uns aux autres, c'est qu'on chemine tous en permanence à travers des deuils. Alors elle, son modèle s'applique vraiment plus à la personne en fin de vie, mais c'est une approche bien différente, bien plus subtile, fine et complexe, mais finalement c'est quelque chose qui nous met en résonance en fait les uns et les autres. Alors, quand on lit vos BD, on a l'impression que vous êtes plutôt un homme de peu de mots. Enfin, dans vos accompagnements, c'est aussi beaucoup par votre présence. Mais est-ce que ce bagage théorique-là vous aide justement à comprendre aussi où en sont justement les patientes et les patients ? Je le fais de manière assez intuitive, mais j'ai toujours aimé comparer mon métier à celui d'un enquêteur. Et je pense que véritablement, quand on est au chevet d'un patient, moi, c'est ce qui me stimule en fait dans mon métier, c'est d'essayer de comprendre où en est le patient, non pas dans son deuil, mais dans ses deuils. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'hôpital, une personne en fin de vie ne fait pas qu'un deuil, elle en fait plein. La colère n'est pas juste de la colère, elle est toujours l'expression d'une forme de souffrance, d'une perte. Donc, oui, je trouve ça intéressant parce que dès lors qu'on arrive à intégrer à quelle phase du deuil on se trouve, on peut mobiliser tout un tas d'outils qui vont permettre d'instaurer un vrai temps d'écoute, d'échange, et de permettre à la personne de continuer à cheminer sur ce long chemin de deuil pour idéalement atteindre une forme d'acceptation, voire de résilience. Et ce qui est frappant finalement dans ces travaux, mais comme aussi ce qu'on retrouve dans vos récits et dans vos belles BD, c'est qu'il n'y a pas tant à faire, mais plus à être et à écouter et à être en présence. Et comment est-ce que vous avez pu comprendre cela dans votre pratique ? Je l'ai compris très simplement au cours d'une anecdote que j'ai relatée dans un de mes albums, Je serai là. C'était mon premier jour de stage en soins palliatifs en tant que jeune étudiant infirmier. J'assiste aux transmissions de l'équipe, et durant les transmissions, une sonnette retentit. Quand je rentre dans la chambre, je retrouve un monsieur désemparé parce que son épouse vient de le quitter, vient de décéder. Et je me retrouve à accompagner ce monsieur, enfin, à l'écouter m'exprimer toute sa tristesse. Je suis tétanisé. Je suis paralysé par ce qu'il faut que je dise
au terme d'un échange d'une dizaine de minutes, où j'ai vraiment le sentiment de n'avoir rien écouté de ce que ce monsieur me dit, il me remercie, mais très chaleureusement. Et je comprends pas pourquoi, en fait, parce que j'ai rien fait, j'ai juste été là. Et je comprends qu'à ce moment-là, cette disponibilité, ce temps d'échange, le fait de permettre ce moment pour témoigner et exprimer sa souffrance et sa douleur, ça a été capital pour lui. Et qu'est-ce qu'on dit à une personne en fin de vie, à une personne qui vient de perdre un proche? En fait, on dit rien, on écoute, on apprend juste à écouter. Et je pense que cette écoute est d'une bien plus grande qualité, en fait, que n'importe quel mot qui ne rassurerait finalement que moi. Est-ce que ça a été une vocation d'être infirmier? Est-ce que ça a été un appel ou au contraire, ça s'est aussi construit au fur et à mesure? C'est très étrange parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition et il y a quelque chose qui m'appelait dans le métier d'infirmier sans que je comprenne pourquoi. Je me souviens que quand j'ai frappé à la porte d'une école d'infirmière, je ne savais pas trop ce que je venais y chercher, mais quelque chose me fascinait dans ce métier. J'avais envie de croire que je pouvais soigner les gens avec ce que je suis, et pas juste avec l'administration de thérapeutique. Et puis finalement, c'est véritablement au contact des personnes en fin de vie que j'ai trouvé de manière très naturelle et très simple, en fait, toutes ces compétences humaines, soigner véritablement avec ce que je suis au plus profond de moi-même. Ouais. Et ça nous fait penser à Michel Salamagne, dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui, elle aussi, a contribué en France à apporter les soins palliatifs. Et ce qui était frappant quand on parlait d'elle, c'est qu'elle mette l'accent aussi fort sur les équipes pluridisciplinaires et que ça, en soi, c'est quelque chose de très, très singulier dans les soins palliatifs. Est-ce que c'est une réalité aussi que vous vivez ? Tout à fait, parce qu'on a à cœur de dire que l'approche palliative, c'est vraiment une approche globale de la personne qu'on accompagne. On prend en charge, on accompagne tout ce qui peut être source de souffrance pour elle. Et on parle aussi bien de la souffrance physique que de la souffrance morale, mais aussi de la souffrance spirituelle et sociale. Et donc ça nécessite les compétences de plusieurs professionnels. Et donc ce sont des services dans lesquels on travaille vraiment main dans la main avec les médecins, les paramédicaux, les ergothérapeutes, les kinés, les psychologues, les assistantes sociales, pour viser toujours ce confort global. Mais ça serait bien qu'on étende ça au-delà des soins palliatifs, non ? Ah, totalement. Mais quelque part, c'est un petit peu le drame de la médecine palliative aujourd'hui, c'est d'avoir isolé ces services du reste de l'hôpital et de se dire que finalement on a créé des services dans lesquels, quand la médecine ne peut plus rien faire d'ordre curatif, on va offrir un petit peu plus de un rapport au temps différent, voilà, une qualité d'écoute, d'accompagnement, alors qu'effectivement cette qualité de prise en charge, on devrait la retrouver à tous les étages de l'hôpital. Et alors, je ne peux pas résister quand vous racontez votre parcours. Vous avez dit, je me suis rendue dans une école d'infirmière. Et ça fait comment d'être en fait un homme parmi tant de femmes? Ça a été facile, ça a été... parce qu'en fait, on le dit, on dit aide-soignante, on dit infirmière, on dit assistante sociale, parce que voilà, force est de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes dans ce métier du care. Comment vous, Xavier, en tant qu'homme, vous naviguez ça m'a jamais dérangé, bien au contraire. Je me dis que finalement, la société vous enlève beaucoup de choses. Alors, si on peut bien vous laisser celle-là, c'est OK. Et je me souviens que dans mon école, le ratio homme-femme était de, je sais pas moi, 10%, un truc comme ça. Ça a changé, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'infirmiers dans des services plus techniques, dans des services d'urgence, des services de réanimation. Moins dans d'autres services, moins en soins palliatifs par exemple, et même dans le service dans lequel je travaille, il y a assez peu d'hommes pour beaucoup de femmes. Moi j'ai toujours, comment dire, je sais pas si ça a beaucoup de sens de dire ça aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui me plaît en fait dans le fait de travailler au contact de des femmes, quelque chose de l'ordre d'une sensibilité, on va dire, qui se censure pas. Et ça nous fait penser aussi d'une certaine manière à Elisabeth Kübler-Ross qui, jusqu'à la fin de sa vie, se tient cramponnée à cette nouvelle vision qu'elle a et qui, jusqu'au bout, inlassablement, va monter des séminaires, des stages, jusqu'à vieille encore faire des conférences pour pouvoir propager sa vision. Mais c'est quelqu'un de déterminé et c'est ce qui est justement très inspirant et elle nous prouve aujourd'hui, quelques décennies plus tard, qu'elle avait raison.
Elle nous apprend qu'on gagne bien plus à se poser, à écouter les gens, à accueillir leurs souffrances et à tenter d'en faire quelque chose pour leur permettre de partir dans des conditions optimales d'apaisement et de sérénité. Et je trouve ça tellement inspirant. Moi, c'est ce qui guide mon travail de soignant encore aujourd'hui. Et là, on a vu un autre parallèle entre le travail d'Elisabeth Kübler-Ross et le vôtre, c'est que elle a fait monter sur scène en fait des personnes en fin de vie, elle les a fait témoigner, elle leur a donné la parole. Et c'est aussi ce que vous faites dans les BD finalement, puisque à travers, sous vos coups de crayon, on entend vraiment les personnes témoigner, alors que souvent, c'est pas des récits qu'on entend. Ça vous est venu comment l'idée d'aller écrire ce qui se passait justement et le faire de manière lumineuse ? L'enjeu n'était pas forcément de faire un espèce de plaidoyer des soins palliatifs et de m'improviser ambassadeur de la médecine palliative, mais vraiment juste de raconter des rencontres qui ont compté pour moi. Comme je le dis souvent, quand on perd un proche, on a toujours un souvenir matériel auquel se rattacher. Moi, quand je perds un patient, c'est pas le cas. Il me reste une banque de souvenirs qui s'étiole au fil du temps. Et peut-être que ma manière de lutter contre ça, c'était de les figer sur le papier. Toutes ces rencontres qui ont compté, qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont fait grandir en tant que soignant et parfois même en tant qu'homme. Et la fin de vie, la mort, c'est un sujet qui nous touche tous, qui nous touchera tous un jour aussi. Et donc, c'est justement en partageant ces anecdotes sur Instagram et en voyant tout l'intérêt qu'elle pouvait fédérer, susciter, que d'autres histoires me sont venues après. Mais je l'ai fait sans autre prétention que vraiment les raconter sous forme d'un album photo. Donc oui, merci d'y trouver du sens. Mais je pense que ce qu'on partage certainement, c'est le fait de pouvoir mettre beaucoup de poésie et de douceur sur la mort qui nous fait peur et que vous nous amenez à faire ce pas de côté. On est quand même 180 000 à vous suivre, on en fait partie ici à Donne-moi des ailes. Mais vous nous amenez à faire de ce pas de côté qui rend la chose plus douce. Comme je le dis souvent dans l'expression fin de vie, encore le mot vie. C'est vrai qu'on voit souvent mon métier comme un métier de la mort, je l'entends souvent. J'ai pas du tout ce sentiment-là. Les patients que j'accompagne et que je soigne sont bien en vie, et parfois ma mission en tant que soignant, c'est quelque part de leur rappeler que cette vie est encore là. Dès lors qu'on a fait le deuil de toutes nos pertes, il reste un instant à saisir, un moment à investir, et c'est là en fait que tout se joue dans ma mission de soignant. C'est beau. Alors, on a une question rituelle dans Donne-moi des ailes. Si vous aviez la possibilité de vous retrouver en présence d'Elisabeth Kübler-Ross, qu'est-ce que vous aimeriez vivre avec elle ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ? Je pense que justement, comme ça, la boucle est bouclée, je lui dirai rien, je l'écouterai juste. Je la trouve tellement inspirante, elle a le mot juste, le verbe juste, elle a cette manière en fait d'attaquer, on va dire, l'accompagnement de la fin de vie sous un angle insoupçonné, un angle inattendu, qui moi m'inspire énormément. Et en tout cas, merci infiniment de nous faire découvrir la femme, parce que ce qui est fou, c'est que sa théorie est très largement connue. Oui, on connaît la théorie initiales. Des 5 étapes. On sait que c'est la courbe de Kübler-Ross, mais nous faire découvrir comme cela la femme, c'était très chouette. Merci beaucoup. Alors, la deuxième personne que vous avez choisi de nous présenter dans ce podcast a suscité pas mal de débats au sein de Donne-moi des ailes. Parce que notre engagement, c'est de mettre en lumière les femmes inspirantes. Mais par femme, qu'est-ce qu'on entend finalement ? On a donc accepté de vous suivre dans cette réflexion sensible et de vous écouter nous parler de l'artiste et personnalité médiatique Raven van Dorst. Donne-moi des ailes. Née aux Pays-Bas en 1984, Raven van Dorst a fondé le groupe métal Doel et c'est une figure bien connue de la scène rock et du milieu de l'animation TV hollandaise. Dans sa vingtaine, une visite chez le gynécologue vient bouleverser son destin en même temps qu'elle confirme certaines de ses intuitions. Lors de cet examen, Raven découvre qu'elle n'est pas une femme, mais que son corps est intersexué, c'est-à-dire doté d'attributs masculins et féminins.
À sa naissance, les médecins ont conseillé à ses parents de l'opérer rapidement pour lui retirer ses organes externes masculins et surtout de ne jamais rien lui révéler. Face à ce défi identitaire, Raven van Dorst choisit de revendiquer selon ses propres mots ce qui lui a été pris à la naissance. C'est donc comme non-binaire que Raven van Dorst s'identifie depuis 2021. L'artiste devient dans le même temps une figure emblématique des questions de genre aux Pays-Bas, en acceptant de témoigner dans de nombreuses émissions très populaires. Un sujet abordé plus directement dans The Shape of Fluidity, son dernier et poignant album de musique, qu'il paraît que vous écoutez en boucle, cher Xavier, depuis sa sortie cette année. On a sorti nos 2 albums ensemble. The Shape of Fluidity est sorti le 19 avril et Constellation est sorti le 19 avril aussi. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe, mais cet album me bouleverse littéralement parce que dans sa thématique et dans la trajectoire de vie de Raven, je retrouve un petit peu de mon chemin de vie. Je l'ai partagé à mes lecteurs sur Instagram. J'ai appris il y a 2 ans que... il y a 39 ans. On aurait dû être 2, en fait. J'aurais dû naître avec une sœur jumelle qui est décédée entre le 4e et le 5e mois dans l'utérus de notre maman. Et la médecine de l'époque, un peu comme c'est le cas pour Raven, décide d'en faire un secret. On dit à mes parents qu'il ne faudra jamais que je le sache parce que ce serait une souffrance inutile. Je l'apprends au cours d'un certain chaos qui s'est installé dans ma famille suite à une séparation. Et je l'accueille avec énormément d'émotions, mais aussi de reconnaissance, parce que quelque part, je l'envisage comme une forme de pièce manquante au gigantesque puzzle de ma vie. Une vie qui a été jalonnée par un profond sentiment de solitude, alors que pourtant, j'ai un grand frère et une grande sœur avec lesquels tout va très bien. Un sentiment de culpabilité aussi, que je ne m'explique pas forcément, et quelque chose d'étrange, de bizarre en fait. Et à l'époque où j'apprends cette nouvelle, ma compagne m'offre un livre sur le syndrome du jumeau perdu. Et je comprends en fait... que toutes ces émotions, tous ces sentiments qui m'animent depuis l'enfance sont peut-être liés à ça, peut-être liés à finalement ce tout premier deuil que je fais dans l'utérus de ma maman et la mémoire, on va dire, sensorielle et cellulaire que j'en conserve. Et quand Dool sort ce nouvel album, j'y trouve tellement de sens parce que de la même manière... Raven apprend 20 ans plus tard qu'en fait, elle est née intersexe et que la médecine décide à sa place finalement de l'ôter d'une moitié de ce qu'elle est. Et elle le vit avec une forme de colère, de grande souffrance parce qu'on décide à sa place. Je me suis fait surprendre par le IL, tu vois. Et, ça montre que la question n'est pas simple et que même quand on le fait avec toute la délicatesse et aussi la tendresse manifeste qu'on sent, que vous avez et que vous éprouvez aussi pour cet artiste, on voit qu'on est quand même très cadré dans des notions de genre et que c'est très très compliqué de s'en sortir en fait. C'est un exercice très compliqué et que j'ai voulu aborder avec un respect infini pour sa personne parce que je la trouve, sa personne, très, très inspirante. On parlait de détermination avec Elisabeth Kübler-Ross. Raven aussi est une personne extrêmement déterminée à s'autoriser le droit d'exister en tant que personne intersexe, en fait, en tant que personne non-binaire. C'est intéressant de voir que c'est un médecin qui a choisi de lui voler une partie de son identité et que c'est un autre médecin qui, par inadvertance en plus, lui révèle qu'elle est intersexe alors que ce fait n'était pas connu. En relisant les interviews, j'ai vu que le médecin ne pensait pas du tout que c'était un secret et que Raven ne le savait pas. C'est fou cette boucle où, dans les 2 cas, on est quand même beaucoup à la merci d'un corps soignant qui a tellement de pouvoir. Il y a toute cette interrogation aussi sur est-ce que je suis légitime finalement de faire de quelque chose dont je ne garde pas un souvenir concret, une forme de souffrance.
Et donc, quelque part, ce qui est assez paradoxal dans tout ça, c'est que c'était assez important pour être tenu secret, mais en même temps, c'était pas si important que ça, et donc ça ne méritait pas d'être dit. Il y a quelque chose d'infiniment paradoxal, et je pense que Raven a dû ressentir et vivre la même chose. Et à travers cet album, ce qui me touche énormément, c'est cette volonté, cette détermination à dire aujourd'hui j'existe comme ça en fait, et je ne laisserai pas d'autre choix à la société que de m'accueillir et de m'accepter comme ça, en tant que personne non binaire, en tant que personne intersexe. Je crois que si je suis si attaché, bouleversé et ému par ce nouvel album de Dool, c'est parce que justement quelque part j'y trouve aujourd'hui une forme de légitimité à creuser davantage cette souffrance que j'ai un peu plongée dans un déni pendant 2 ans, justement, donc entre l'annonce de cette grossesse gémellaire qui n'a pas abouti et la sortie de cet album. Je ne me suis pas autorisé à creuser cette douleur et cette souffrance parce que justement, quelque part, on me disait que ça n'avait pas lieu d'être douloureux. Et j'ai ouvert ce livre sur le syndrome du jumeau perdu et ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre un petit peu d'où on vient tout simplement. Simplement la manière dont on s'en développe dans le ventre de notre maman. J'ai appris par exemple que le premier organe qui se développe, c'est l'ouïe. Enfin, le premier sens, qui se développe, c'est l'ouïe. Donc, avant tout autre sens, en fait, on entend. Et on entend, du coup, potentiellement son jumeau. Dans ce livre, on explique aussi que même si les 2 jumeaux peuvent être séparés par une poche, en fait, cette cloison est tellement fine qu'elle n'empêche pas le contact. Et donc, voilà, il y a toutes ces notions sur la mémoire cellulaire, la mémoire sensorielle, qui font qu'aujourd'hui, on a tendance à envisager un nouveau-né comme une page blanche, comme si la vie commençait au jour de la naissance, mais c'est occulter le fait que la vie est déjà là 9 mois avant qu'elle se développe et que des choses se passent en fait dans le ventre d'une mère. Et quelque part, oui, je me rends compte qu'en plus de ça, c'est très parlant dans mon chemin de vie, parce que ce qui est infiniment beau, c'est que l'hôpital dans lequel je suis né, la clinique Saint-Jean à Bruxelles, et dans lequel finalement je fais cette première expérience du deuil, le deuil de cette sœur jumelle, 25 ans plus tard, c'est dans ce même hôpital que j'accompagne mes premiers patients en fin de vie. Et quelque part, on en parlait dans le portrait précédent, mais c'est comme si finalement la vie se chargeait toujours de te remettre sur ton chemin. Mmh. Le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai senti quelque chose d'incroyablement fort s'aligner en moi. J'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai senti que tout s'alignait en moi, que j'étais à l'exact bon endroit, à faire exactement ce pourquoi je sentais que j'étais fait. Et j'apprends du coup 10 ans plus tard que c'est dans ce même hôpital que j'aurais dû naître avec une sœur jumelle, et c'est fou. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cas d'Elisabeth Kübler-Ross, comme dans ce qu'on est en train de discuter grâce à Raven Wanders, c'est que on aborde des sujets où en général la médecine aime pas trop qu'on aille mettre du on ne sait pas. Autant on voit comment Elisabeth Kübler-Ross a été quand même vraiment rejetée par toute une partie de la médecine, ses confrères, ses consoeurs, parce qu'elle évoquait des possibles sorties de corps. Elle s'est vraiment, elle a osé aller dans ce qu'elle pensait ressentir, et elle avait vraiment cette intuition. Et on voit que quand on parle justement quand on contredit la médecine, alors maintenant ça évolue, mais quand même, quand on dit mais voilà, on peut peut-être ressentir quand on est dans le ventre, etc., ça plaît pas forcément. Et donc c'est quand même là je vois vraiment un point de jonction entre finalement la mort, la vie, et c'était peut-être pas aussi séparé, c'est peut-être pas aussi net que ce que la médecine conventionnelle veut bien nous laisser croire. Sauf que autant aujourd'hui on admet communément que les soins palliatifs gagnent à être davantage développés, autant dans l'autre sujet dont on parle, on continue à mutiler de jeunes bébés et à s'autoriser à décider de ce que va être le destin d'un nouveau-né né intersexe. Je comprends l'intention derrière le geste, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est ce que justement l'histoire de Raven nous apprend, en fait, c'est que pendant 20 ans, ça a été une galère de grandir dans
dans cette espèce d'ambivalence et de chaos, dans ces bouleversements hormonaux, parce que voilà, elle n'était pas que femme, elle était homme et femme. Et comment on accueille ça aujourd'hui, en fait, dans notre société si clivante, si binaire, justement? Quelle place on accorde à ces personnes? Comment on s'adresse à elles, tout simplement? On se rend compte, même au cours de cet exercice, que c'est compliqué d'en parler, parce que c'est une gymnastique d'esprit qui est compliquée. Et en même temps, je pense que voilà, tous les trois, la seule chose qu'on veut, c'est juste exprimer énormément de respect envers ces personnes. Oui, et Dieu sait que dans Donne-moi des ailes, on voit à quel point déjà rien que pour nommer les femmes, dans les siècles passés, on a tout fait pour éradiquer les mots, les métiers, etc. Donc là, on est vraiment dans ce même mouvement que de pouvoir trouver des mots adéquats. Une fois que le langage va trouver des formes et un usage, on pourra aussi peut-être leur donner toute cette place qui ne leur est pas donnée. Tout à fait. Et en tout cas, c'est important que des artistes comme Raven puissent témoigner, parce que on comprend à l'évidence à quel point ça pourrait être un soulagement pour des personnes intersexes de pouvoir se reconnaître et voir que voilà, des artistes peuvent exister, avoir du succès, prendre la parole et parler de leur vécu, qui sont similaires, mais on peut imaginer à quel point ça peut être un vrai chemin d'ouverture aussi pour des parents, de se dire soyons attentifs. Il y a ce que peut proposer la médecine, et soyons attentifs dans ces moments où on se sent totalement démuni face à une naissance atypique, de se dire quel est vraiment, dans le fond de notre cœur, le choix qu'on peut faire, nous. Tout à fait. Et ce que j'adore chez Raven, justement, c'est qu'elle est profondément rock'n'roll dans l'esprit. Et elle résume tout ça très simplement en disant « Je suis comme ça, et si ça ne vous convient pas, allez vous faire... » Voilà. Et voilà, en fait, tout est dit. Tout est dit. Et justement, vous avez eu l'occasion de la rencontrer? Oui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à un concert, un peu moins d'un mois après la sortie de cet album qui m'a chamboulé et que je continue aujourd'hui à écouter en boucle. J'avais plus de 100 écoutes, c'est assez incroyable. On n'avait pas tort, donc. Dans l'album, en fait, il y a énormément de métaphores. L'écriture n'est pas frontale, en fait, pas aussi frontale qu'elle quand elle s'exprime, quand elle s'exprime en interview. Mais donc, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raven après un concert à Anvers. Et ça a été un moment de grande émotion. On avait eu l'occasion de discuter sur Instagram. Je lui avais expliqué pourquoi cet album résonnait particulièrement en moi. Et Raven m'avait répondu avec beaucoup d'émotion qu'elle en était très émue. Et quand on s'est rencontrés après ce concert, on a eu un échange très humain, très émouvant, avec énormément de reconnaissance et de gratitude. Et j'étais avec un ami que j'ai croisé sur place, qui a eu en plus la gentillesse d'immortaliser ça en photo. Et donc ça a été un moment d'une grande émotion. Et on continue à s'écrire de temps en temps. Et d'où le repasse en concert près de chez moi à la fin de l'année. Et je meurs d'envie de les revoir. Ce que je trouve vraiment intéressant, donc on a plusieurs fois dit à quel point pour les personnes concernées, pour leurs parents, ça pouvait vraiment être quelque chose qu'un artiste prenne la parole. Ce que je trouve beau et qui rejoint aussi un peu ce que vous faites, c'est que son vécu parle aussi à des personnes qui ne sont pas directement concernées. Là, vous y voyez un parallèle avec votre vécu de jumeaux nés seuls, mais finalement, ce que je trouve fort, c'est que des symboles comme ça puissent toucher de manière universelle et faire avancer la société. Et je trouve que c'est un peu ce que vous faites en parlant de la mort, de la fin de vie. Vous touchez forcément dans vos lecteurs et lectrices des personnes qui n'ont pas encore été confrontées et qui vont pouvoir se saisir du sujet avant d'y être confrontées. Et ça, je trouve que c'est vraiment une voie de libération. Quand on s'empare de sujets, on s'engage même, on milite pour des sujets qui ne sont pas juste pour notre pomme. En tout cas, dans le cas de ce nouvel album de Doul, moi, c'est vrai que j'y vois une connexion particulière avec mon histoire, mais après, je ne suis pas né intersexe, et donc j'ai bien conscience que ça ne parle pas que de ce que j'ai pu vivre et expérimenter. Et en tout cas, moi, ça m'ouvre effectivement à de nouvelles perspectives, à une nouvelle manière d'envisager des personnes qui peuvent traverser ces problématiques et d'identité, de genre, et à leur exprimer plus de respect, en fait, de considération, tout simplement. Et oui, effectivement, par rapport à tout ce volet sur les soins palliatifs, j'ai croisé plusieurs personnes, parfois dans mon service, des proches de patients,
qui me disait quand mon père ou ma mère a été hospitalisé en soins palliatifs, je ne savais pas ce que c'était les soins palliatifs en fait. Donc j'ai tapé soins palliatifs dans Google et au bout de mes recherches, au fil de mes recherches, je suis tombé sur vous. Et du coup, j'ai lu votre BD et c'est vrai que le support BD permet peut-être d'aborder le sujet avec peut-être plus de légèreté. Et si ça peut permettre effectivement de dédramatiser ces services qui sont encore à tort aujourd'hui conçus comme des services très sinistres et très obscurs, c'est tout bénef en fait. Alors juste peut-être aussi, on va encore parler un peu de la musique de Raven Vanders, on n'en a pas tellement parlé. Vous êtes un fan de musique et en lisant vos BD, en vous suivant sur Instagram, on voit à quel point la musique, c'est aussi un outil quelque part peut-être thérapeutique, alors peut-être pas dans le fait de jouer de la musique, mais de pouvoir utiliser vos connaissances, votre univers. Vous nous en dites un peu plus sur peut-être cette art-thérapie d'un autre genre? Mais totalement, et puis c'est une vraie science à l'hôpital qui a de nombreuses vertus. La musique, comme la BD, en fait, elle permet parfois de faire l'économie des mots. La musique, c'est une compagnie. C'est une compagnie qui permet de se connecter aux émotions qui nous traversent. Il n'y a rien de pire quand tu es triste que d'écouter quelque chose de gai ou de joyeux. Et donc, j'envisage vraiment la musique comme une compagnie. La musique permet parfois aussi quelque part de libérer, en fait, de faire tomber des cloisons et parfois de mettre des mots sur les mots. C'est ce que j'expliquais dans un accompagnement, celui de Roger dans La Vie. Roger, c'était un patient qui ne voulait pas parler de sa maladie, qui ne voulait pas parler de sa mort. Et j'accepte parce que mon rôle, c'est pas de le forcer à tout prix à en parler. J'accepte qu'il est à ce stade-là de ce chemin. Et Roger est dans une demande quotidienne de fun, en fait. Il a besoin de vibrer, il a besoin de légèreté. Et cette légèreté, il la trouve dans la musique que je lui propose tous les jours quand je fais sa toilette. Et je me souviens qu'au début, je lui propose des musiques un petit peu soft, en fait, des choses qui peuvent plaire à toutes les oreilles. Et au bout d'un moment, il comprend que moi, ce que j'aime, c'est le rock. Et lui aussi, en plus. Donc, il faut que je lui mette du rock. Et donc, on passe toute la discographie des Guns et de Queen. Et c'est finalement, suite au partage d'un morceau de Queen et à l'anecdote de sa création, que ce patient arrive à exprimer l'inquiétude qui est la sienne quant à l'idée de sa mort. Et donc, ouais, la musique a énormément de vertus. Elle libère, elle apaise, elle est fun, tout simplement. Et le tout, c'est de trouver sa juste utilisation. Et si vous aviez une dernière chose à nous dire au sujet de Raven Vanders? C'est qu'il faut écouter ses albums, tout simplement. Je pense que ça parlera sans doute pas à tous vos auditeurs parce que c'est ce qu'on appelle du dark rock. Je suis pas fan des étiquettes, mais en tout cas celle-là est plutôt judicieuse parce que c'est vraiment du rock très sombre. Raven a une voix assez particulière, très androgyne en fait. Et c'est du rock très obscur, mais en même temps très mouvementé en fait. Et moi, ça me parle infiniment. Je sais pas, c'est peut-être un terrain d'expression pour le côté un peu plus obscur de ma personne, on va dire. Mais j'adore ce que fait ce groupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies de Raven Vanders et de Elisabeth Kübler-Ross sont à retrouver sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. À bientôt. À bientôt. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.